Les mécanismes anti-erreur ou Poka-Yoke sont des outils qui sont génériques en qualité, donc c'est au sens large qu'on parle de mécanismes anti-erreur ici. Ce qu'on veut, c'est prendre en charge une ou des actions ou des tâches répétitives qui dépendent de la vigilance ou de la mémoire. Donc, on ne veut pas juste se rabattre sur faire attention ou encore sur apprendre comment le faire et répéter les étapes, toujours en disant c'est ça l'étape, c'est ça l'étape, c'est ça l'étape. Les 5 mécanismes anti-erreur les plus utilisés, les guides de taille différentes dans un contexte de production, des mécanismes de détection d'erreurs et d'alarme. On peut avoir des capteurs qui permettent de faire ça, des interrupteurs, empêcher qu'une opération se fasse étant donné que la situation n'est pas précise, n'est pas bien faite ou encore une pièce n'est pas bien positionnée. Pour dénombrer, on peut utiliser des compteurs numériques. Ça peut être automatique, évidemment, ça peut être à la main aussi. Et des listes de vérification. Une liste de vérification, ça n'assure pas qu'on peut rater un élément dans la liste de vérification, sauf que si c'est bien fait et qu'on l'applique avec discipline, une liste de vérification va permettre de réduire beaucoup d'erreurs. Voici un exemple d'un outil qui brise parfois parce qu'on a interchangé, on a pivoté l'une des deux parties de l'outil. Pour avoir une bonne pièce, il faut que ça soit positionné dans le même sens. Et ici, il est fort possible de tout simplement pivoter l'une des parties de l'outil et on va produire de mauvaises pièces. Ça peut prendre un certain temps avant qu'on se rende compte de cette erreur. Ce qu'on peut utiliser pour empêcher l'erreur, n'oublions pas que l'erreur est de pivoter un des deux éléments de l'outil. Alors, en utilisant des guides de taille différentes, on va empêcher l'erreur de se produire. On a remonté à la cause ici, qui était tout simplement, il y a un pivotement de l'une des parties de l'outil. Un autre exemple ici, on a une perceuse à double forêt. On utilise déjà un gabarit pour positionner la pièce d'une certaine manière. Ça permet d'effectuer le bon perçage, mais parfois, on obtient une mauvaise pièce. Et le type de mauvaise pièce qu'on obtient, ça peut être ceci. Ce qui veut dire qu'on a tout simplement pivoté la pièce dans ce sens-là. Et on a aussi ce type d'erreur-là qui survient parce qu'on a mal positionné la pièce, on l'a positionnée en la pivotant selon cet axe. Dans les deux cas, on obtient une mauvaise pièce. La première erreur ici, elle est évidente. Et une façon de régler ce problème, c'est tout simplement d'ajouter un gabarit ce côté-ci. Un peu comme ce qui a été fait de l'autre côté. Cela étant fait, ça va empêcher cette erreur. Pour la seconde erreur, pourquoi est-ce une erreur premièrement? On pourrait dire, on a juste à reprendre la pièce et la pivoter puis l'utiliser. Ça dépend. Ça dépend de peut-être comment la pièce est positionnée. Ensuite, il y a la situation où lorsqu'on effectue un perçage, on obtient, par exemple, on a un forêt, on a une autre forêt, peu importe. On a une pièce. Lorsqu'on effectue un perçage, il s'ensuit que lorsque le forêt sort à l'autre extrémité de la pièce, on va avoir une bavure qui va se créer, plus ou moins importante. Si la pièce nécessite de passer des fils dans un sens bien précis, il faut que la pièce soit bien positionnée et bien trouée. Il se pourrait aussi que le devant de la pièce ici est apparent. Par exemple, le dessus d'une boîte. Alors, on ne veut pas avoir les fameuses bavures bien en évidence
du côté apparent. Pour empêcher ce retournement de pièces, il suffit à ce moment-là d'empêcher que cette partie-ci se retrouve de l'autre côté. Donc, on ajoute le gabarit et on va obtenir ceci. Et on avait déjà le gabarit initial. Si on veut en savoir un petit peu plus sur les mécanismes anti-erreur, on peut remonter à l'ouvrage de base comme tel, et il y a d'autres ouvrages qui ont été publiés par la suite.